madame. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Super. Bienvenue dans la rencontre. Merci. Merci de nous accueillir dans ton atelier / chez toi. Tout le plaisir est pour moi. On va parler aujourd'hui de ce genre de choses, ce tableau magnifique qu'on a expressément mis là parce qu'il est trop beau. On va parler d'art, on va parler de ce que tu fais, on va parler de dessin, d'illustration et de ce qui te passionne. Super. Est-ce que tu es ready? Yes. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué. Tu as un bob juste en fait de toi et en fait il y a des cartes qui sont déjà préconçues pour toi et du coup tu as juste à piocher et on va aborder des thématiques. D'accord, parfait. Let's go! On commence? Let's go! Ok. Alors, raconter des histoires. Yeah! Je sais pas comment t'as su, mais en fait raconter des histoires c'est un peu comment je me définis en fait. Oui, t'inquiète pas, que c'est plein de choses. T'es bien renseigné. En fait, raconter des histoires, ça a toujours été mon cœur de métier. Et même quand je fais des illustrations, ou même ou que ce soit pour le scénario ou dans la bande dessinée, c'est raconter des histoires. C'est mon cœur de métier aussi, c'est avec ça que j'ai commencé. Mais à chaque fois que j'ai attrait à faire de l'art, même avec la musique ou un peu de théâtre ou quoi, j'ai toujours cette idée de vouloir raconter une histoire, même à travers une image fixe ou quoi. Parce que pour moi, c'est un peu le cœur de faire de l'art. On raconte forcément un sentiment, une situation ou quelque chose de plus ou moins complexe. Donc il y a toujours forcément un côté narratif là-dedans. Mais justement, ton rapport au dessin, parce que tu grandis à Charleroi-Melaine, où il n'y a pas beaucoup de représentation de ce domaine-là, il n'y a pas cette vocation et elle n'est pas du tout mise en avant, il n'y a pas d'école d'art de dessin. Du coup, initialement déjà, comment tu découvres le dessin et comment tu t'inities à ça en fait? Disons que ça a été inné. J'ai baigné longtemps dans les livres. Ma mère était très bouquin et tout jeune, donc elle nous a un peu transmis cette passion. On avait une bibliothèque à la maison. Et tout de suite, lire des histoires, ça m'avait passionnée. J'avais plongé dedans très rapidement. Et j'aimais beaucoup, comme toute ma génération et celle d'après d'ailleurs, les mangas. Et les mangas m'ont aidée à raconter mes premières histoires. Où en fait, je détournais des grosses séries connues, je m'intégrais en tant que personnage. Et je rêvais d'être un membre de toutes ces histoires-là. Et petit à petit, de fil en aiguille, je me suis mise à m'intéresser au dessin. En fait, aussi naturellement que ça m'est venu, quoi. Et plus tard, j'en ai fait une passion, la bande dessinée. J'ai eu la chance de rencontrer les bons gens au bon moment et de faire une formation en bande dessinée qui m'a un peu propulsée vers, au final, le métier. Ok. Et techniquement, comment tu te développes Alors, comment je me développe? En fait, début c'est très basique, c'est très simple, c'est ce que je donne comme conseil à plein de gens aussi. Il faut que du papier et un stylo au final. Et puis quelques couleurs, tout ce que tu peux avoir sous la main. Et cette facilité à pas trop en fait, prendre les choses au sérieux, à faire avec ce qu'on a. Je l'ai jusque maintenant. Et avec un bout de charbon, un bout de papier, tu peux très bien raconter des trucs complètement ouf. Et voilà, donc il y a cette approche aussi très simpliste envers comment faire. Voilà. Et tu grandis dans un encadrement artistique? Tes parents sont... Pas vraiment en fait. Ma mère est, comme je te disais, très lecture, donc très bouquin. Et mon père, effectivement, il faisait des caricatures assez drôles, un peu des caricatures de papa, quoi, qui t'apprend à faire un petit truc avec un cercle et tout. Il aimait bien, il avait cet aspect effectivement créatif. Et ça, il me l'a transmis, c'est vrai, comme une petite passion là, d'aimer les choses mignonnes à faire et tout, les petites astuces et tout. Et après on a grandi comme dans une bulle parce que comme tu vois je parle français, c'est un peu ma langue maternelle. Donc c'était un peu différent de ce qu'on avait dans notre environnement direct à Charleroi-Melaine. Et donc on était beaucoup à la maison, peu dans la rue. Et on a grandi comme dans une bulle au final avec la télé, les livres, les choses et tout. Et tu vas plutôt vivre là-dedans en fait, dans le monde fantastique de la créativité ou voilà. Next one. Yes. Let's go. Alors, grandir en tant qu'artiste. Comment on en parlait il y a quelques minutes sur justement de comment tu te développes, quels moyens tu utilises pour te développer dans ton art, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui nourrit cet imaginaire que tu as qui te permet de faire tout ça, même après, tu vois, quand tu es partie de Charleroi-Melaine et tout. En fait, dès le début,
j'ai toujours aimé raconter des histoires qui veulent dire quelque chose pour moi profondément. J'avais commencé par cette transformation que je sentais de l'adolescence à l'âge adulte, comme un petit monstre qui vivait seul, reclus et inaccepté par la normalité ambiante, donc chez le Romelaïd, etc. Un peu aussi dans ma famille, quoi, on était spéciaux. Il faut dire que mes 2 frères sont aussi artistes, l'un musicien et l'autre écrit des textes de rap. Donc il y a quand même il y a quelque terrain, chose. Oui. Comme on a grandi un petit peu dans un environnement, on avait besoin d'exprimer aux autres pourquoi la différence, c'est quelque part de la justifier et de lui donner raison. Donc il y a toujours eu cette envie de raconter d'où viennent les choses, des vrais sentiments profonds. Et ça m'a accompagnée tout au long de ma vie. C'est comme si j'avais besoin d'exprimer quelque chose d'important. Je n'importe pas des sujets de l'extérieur que j'essaie de traiter, mais j'essaie plutôt de sortir de mes tripes ce qui compte pour moi et d'essayer de me répondre à moi au final et de répondre et de donner exposer aux autres un avis plus ou moins complet. Et dans l'art, ce qui est génial, c'est que tu fais appel à la sensibilité énormément et un peu de raison, et donc tu as une certaine liberté et tu vas plutôt utiliser ça, en fait, les sentiments, etc. Et avec le temps, tu apprends à surfer sur ça, à comprendre tes sentiments et tout. Ça donne une certaine logique à ce que tu racontes et tout. En fait, c'est comme un peu ce que disait Tolstoï. J'ai toujours aimé cette analyse-là qui fait de l'art, etc. C'est que être un artiste, c'est d'abord raconter quelque chose de vrai qui vient des tripes. Donc n'importe qui peut être artiste. C'est pas parce que tu maîtrises le dessin, que tu maîtrises un instrument ou quoi que tu vas forcément faire un truc artistique. Il y a cette condition fondamentale qui pour lui est la plus importante. C'est que d'abord, tu dois vraiment ressentir et vivre ce que tu vas raconter. Voilà. Et donc, ça a été un peu mon leitmotiv tout au long de ma vie. Et j'ai vu mon art, ou bien ce que je fais en art, grandir. En même temps que je grandis, c'était un peu un miroir. Et ce miroir, avec le temps, j'ai voulu l'affiner et le rendre agréable à regarder pour les autres, parce que c'est aussi un métier de communication. C'est d'abord un métier de communication. Et donc, voilà. C'est ça. Et tu commences par le dessin graphique ou l'illustration, ou ça a été quoi les étapes de ton évolution? Alors, en général, quand je fais de la bande dessinée par exemple, tu es obligé d'un petit peu passer par une étape écriture pour structurer ce que tu vas faire à l'avance. Après, ça peut être des trucs très spontanés. D'ailleurs, j'ai beaucoup de carnets où en fait, c'est un peu comme un brouillon où je réfléchis pas trop. Je mets tout ce que j'ai envie sans barrière. Mais effectivement, quand tu dois faire un projet un peu plus ramassé, tu es obligé d'avoir une certaine planification et donc écrire. Voilà. Mais c'est ce qu'on apprend aussi aux Beaux-Arts un petit peu en formation. Hein. C'est cet aspect planification et puis réflexion, etc. Tu construis ton storyboard en fait de ton histoire. Complètement. Complètement. Et tu as une préférence entre tout ce que tu fais, entre la peinture, entre le dessin et l'illustration? Oui, j'adore en fait la bande dessinée et j'aimerais beaucoup faire de l'animation. Enfin, j'ai commencé à faire de l'animatique. Mais ce n'était pas encore de l'animation fluide, quoi, parce que ça demande énormément d'énergie. Mais ouais, j'aime beaucoup en fait les choses qui racontent des histoires en mouvement. Donc la BD, ça le fait un petit peu parce que tu as une certaine temporalité et je peux raconter une histoire. D'ailleurs, je suis sur un projet là maintenant en bande dessinée et ça me fait vivre parce que voilà, pendant des années, j'ai fait beaucoup de travail commercial, des travails de commande, donc des toiles, des storyboards pour la com, des illustrations. Et certes, c'est sympa à faire parce que c'est quand même mon métier. Beaucoup de gens rêvent de pouvoir vivre de ce qu'ils aiment faire. Mais disons que c'est carré et ça va pas forcément dans ce que je te disais, raconter quelque chose qui vient des tripes. Tu vois, c'est un travail de commande au final. Oui, voilà, tu réponds à une demande, c'est pas du perso, du coup, il y a moins de... Ouais. Mais à choisir, pour moi, par une toile, c'est un peu figé dans le temps et je préfère quelque chose qui peut évoluer. Voilà. D'ailleurs, cette toile, on l'a mis là et je l'aime bien parce qu'elle a reçu des coups de la vie. Donc, elle est tombée et puis il y a des accidents dans l'atelier et tout. Donc, j'ai un peu percé la chose. J'ai continué à trouer pour marquer le temps. Et dans chacun de ces îlots, je vais mettre un petit truc comme j'ai mis ici un cœur. Et ça raconte une histoire comme une petite bande dessinée, mais voilà, sur un seul objet. Ok, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Et brille dans le noir. C'est le belle étoile du soir. Ouais. Bon, le texte est amené à évoluer et tout. C'est encore disons un brouillon.
Ok, next one. Next one. Alors, l'art, c'est créer des ponts de communication. Toi, tu as choisi du coup ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le dessin et l'illustration pour créer tes ponts. Ouais. Et justement, ce que j'ai vu dans tes œuvres, tu parles beaucoup de tout ce qui est sentiment, la solitude, le manque, l'amitié, l'amour, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre à travers tes dessins? Quel impact, si tu veux, que ton art laisse dans le monde En fait, pour être honnête, la vie m'a beaucoup guidée et j'ai senti qu'à chaque étape, je devais transmettre quelque chose à certains gens qui en avaient au final peut-être eux-mêmes besoin. Et moi, je suis comme un outil qui fait ça, en fait. Je ne considère pas, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'artistes qui sont dans cette idée qu'il faut être... porteur de... Ouais, porteur d'un message et faire reconnaître son message, son identité. Et voilà, pour eux, c'est important. C'est un peu l'image de l'artiste aujourd'hui et tout. Moi, j'ai vraiment mis un peu ça de côté parce que je considère que d'abord, ma mission, bon, après... c'est pas, je pense, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, hein, mais je considère que c'est vraiment comme si j'aidais des gens à un moment donné et pas, c'est comme une histoire de destinée, tu vois. Quand j'étais aux Beaux-Arts, ça a été le cas avec un projet que j'ai eu pendant une longue période. J'ai travaillé sur une adaptation théâtrale en sorte de happening du Petit Prince de Saint-Exupéry, et il y avait une sorte de mission, un message à passer, et quand le message est passé, je suis passée à un autre sujet, par exemple. Même s'il y a des bribes qui restent toute la vie, comme par exemple le rapport à l'enfance. Le rapport à l'enfant et cette naïveté, cette pureté qu'on a par rapport à la création qui va rester. Mais le message, la mission de Petit Prince, je ne vais pas par exemple l'exporter et en faire quelque chose de lucratif et forcément en faire mon beurre, quoi. J'ai fini ma mission, je vais passer sur autre chose. Et c'est un peu ce que je suis en train de faire ces derniers temps. J'ai envie de raconter autre chose, ça me prend au trip et je vais le faire, quoi. Ouais, c'est sur le moment en fait ce que tu as envie de raconter. Ouais, il y a souvent une histoire de destinée, donc il y a souvent des événements connectés ou des choses qui vont se passer, qui vont ramasser quelque chose et ça doit sortir, je le sors et ça va. Après on passe à autre chose. C'est une thérapie en fait. Oui, pour moi ça l'est. Hein. Ouais, j'imagine. Pour moi ça l'est, et puis j'ai vu que c'est un peu un travail collectif. Les artistes, les médecins soignent, les artistes sont des catalyseurs des sentiments de ce qui les entoure. Et ça a servi des gens, enfin j'espère que je me trompe pas sur ça, mais j'ai vu que des fois, il y a des choses que je fais pas exprès quand j'exprime la chose qui vont enclencher une situation chez d'autres. Comme si on était un canal grâce auquel les autres vont... C'est en ça que je te disais, on est un outil. Pour moi, on n'est pas juste des êtres à amener à être célèbres parce qu'on est des artistes et en faire... Tu vois, on est aussi très utile et nécessaire à la société en tant que catalyseur ou... Voilà. Ouais, bien sûr, de parler des mots de la société, de parler de... Effectivement. C'est un reflet de la société d'aujourd'hui, en fait. Exactement. Mais c'est comme pour les musiciens ou... C'est des thérapies collectives dont on a besoin. Et voilà, bon, cet aspect-là en Algérie, en plus, il est vraiment bridé et on en a vachement besoin. Parce que ça se fait tout naturellement, on n'a pas besoin de beaucoup le penser, en fait. Quand tu es dans des pays, je pensais à Lima, au Pérou, où les gens sont tous un peu artistes, sont tous un peu fous, sont tous en train tout le temps de faire quelque chose, ça catalyse beaucoup. Les gens, ils sont là, ils sont joyeux, même s'il n'y a rien matériellement, ou peut-être que certains souffrent et tout. Le fait d'être tout le temps dans cet environnement où ça s'exprime, chacun va faire la soupape de l'autre et tout, la vie est plus belle. Oui, c'est ça. Tout le monde se porte, en fait, et tout le monde, on se sent moins seul, en fait. On se retrouve souvent dans des chansons, on se retrouve dans tout, en fait, concernant l'art. Du coup, ça peut être réconfortant, ça peut être... Ok. Ouais, c'est ça. C'est beau. Next one, madame. Yeah. Alors, la graine du doute. À tes 18 ans, ou à peu près, donc quand tu avais 18 ans, il paraît qu'on t'a dit que tu n'étais pas du tout douée en dessin. Mais dis donc, t'es bien renseignée. Comment on se construit en tant qu'artiste quand on te met face à un échec dès le départ de ta carrière? En fait, moi j'ai eu cette chance d'avoir la niaque. Et à chaque fois que je suis face à certaines personnalités qui sont dans l'art, dans la musique ou dans l'art ou en peinture ou quoi, et qui sont dans cette
ils sont obstinés par leur image et par le fait d'être reconnus, je leur explique que personne ne va forcément te donner ça dans la main. D'abord, tu vas l'arracher à la vie et le mérite, il est là quand tu fais les choses. Et aussi, il ne faut pas s'attendre forcément à un retour des gens. Il faut travailler. Et moi, j'ai toujours eu cette niaque de vouloir faire mon truc. Ok, t'aimes pas attendre d'être validé, d'avoir. Mais moi, je suis en kiff. Je fais mon truc. Je suis très bien avec ça. Et en fait, la personne qui m'a dit ça, c'est Étienne Schrader, et j'adore lui rendre hommage parce que ça a été mon mentor de bande dessinée. Je l'ai rencontré à 17 ans, tout à fait par hasard, grâce au FIBDA, auquel je suis très très reconnaissante. Et ils avaient organisé des ateliers de bande dessinée où il y avait vraiment des gens beaucoup plus expérimentés et âgés que moi. À l'époque, ils avaient mon âge et plus. Et moi, j'étais toute jeune, je dessinais encore des mangas. Un peu, voilà, j'étais pas très bonne en dessin et j'avais appris toute seule. J'étais sûre de moi et je me suis pris une bonne claque. Et il m'a dit, ben oui, t'as tes qualités, mais c'est nul ce que tu fais. T'es pas douée pour un clou. Et puis il me l'a dit devant tout le monde. Et moi, je lui dis, ok. Et je fais comment pour être douée? Donc en fait, ça a servi de catalyseur à la motivation et à ta créativité, quoi. Complètement. Et j'ai eu la chance de tomber sur ce bonhomme qui est un bonhomme. Et il m'avait dit, tu prends un carnet, tu dessines tout le temps, tout ce que tu as devant toi. Une chaise, un humain, un chat, tout ce que tu peux trouver sur ton chemin, tu le dessines. Et puis pour ton histoire, tu te la racontes à toi-même 10 fois et tu reviens me raconter ton truc. Et tu peux la raconter à quelqu'un qui veut bien t'écouter. Et au bout de la 10e fois, ton histoire va se condenser à ce qui est strictement nécessaire. Et l'essence de ton histoire, tu vas commencer à évincer tout ce qui est en superflu parce que c'est les erreurs de débutants qu'on fait. On veut y mettre tout. Et au final, tu n'y mets rien parce qu'il faut garder l'essence de la chose. Et il m'a appris énormément. Grâce à ses conseils, j'ai pu passer de la moins douée à l'une des plus capables. Et ça a été une ouverture sur le monde de l'art, grâce auquel j'ai eu accès après aux Beaux-Arts, encouragée par ma mère, qui me disait, écoute, suis ton rêve, fais-le, même si les Beaux-Arts, ça n'a pas très bonne réputation, ça a plutôt réputation à former des gens qui font rien après, c'est très difficile comme métier. Faudra forcément aller à l'étranger pour avoir peut-être une carrière ou quelque chose ou quoi. Donc ça n'avait pas bonne réputation, ça n'a toujours pas, je crois, bonne réputation en Algérie. Mais ma mère m'a encouragée et c'est grâce à ça que j'ai que j'ai commencé. Et c'est ce que je dis à beaucoup d'amis, la graine du doute, faut avoir les pieds sur terre et écouter les critiques telles qu'elles viennent. Surtout quand elles viennent de gens qui te veulent du bien, même s'ils sont très durs. Et les critiques les plus dures donnent les meilleurs résultats. Oui, au final, c'est pour ton bien, c'est pour te guider. C'est sûr que ceux qui vont dans ton sens et qui te disent tout le temps c'est bien ce que tu fais, ça va jamais t'aider à évoluer, c'est sûr. Pas du tout. Et on a cette forme d'orgueil, je trouve, très... Il y a un ego d'artiste. Non, même c'est notre temps, l'orgueil. C'est le paraître, l'image de marque, et puis ça s'est tellement installé dans les têtes que on n'aime pas, on est à fleur de peau et tout, alors que non, il faut avoir les pieds sur terre et être humble en fait. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Magnifique. Next one. Alors, Le Petit Prince. Le Petit Prince, tu as une histoire particulière avec Le Petit Prince, un attachement particulier avec Le Petit Prince. J'espère que je ne fais découvrir à personne Le Petit Prince. C'est une histoire magnifique qui, globalement, parle un peu de à combien c'est dramatique parfois de devenir un adulte, de tout ce qu'on peut perdre quand on devient un adulte. Pourquoi c'est si important de garder son âme d'enfant et est-ce que, au final, un bon dessinateur, c'est quelqu'un qui ne perd pas son âme d'enfant, justement? Complètement, c'est ça en fait. Un bon dessinateur, c'est un dessinateur qui ne perd pas son âme d'enfant. Ça, c'est clair, parce qu'on retrouvera toujours cette naïveté, cette naïveté envers la vie, c'est-à-dire cet espoir, comme un enfant, qui voit la vie comme un truc gigantesque, énorme, incroyable, plein d'espoir. Alors que justement, dans Le Petit Prince, les premiers chapitres, déjà, à la genèse du truc, on instaure tout de suite que les adultes s'en foutent un peu de tout. Quand tu leur montres un boa qui a un éléphant dedans, tu vas te voir un chapeau, et tu te dis, bof, tu devrais plutôt t'intéresser aux mathématiques, à la géographie, à la politique, et peut-être tu feras quelqu'un d'utile. Et on ne cultive pas forcément
cette folie qu'on a dans l'enfance, de vouloir jouer, sauter, faire n'importe quoi, voir les choses comme des choses magiques et merveilleux. C'est merveilleux, exactement. Et c'est nécessaire pour vivre une bonne vie, une belle vie, et pour aussi avoir une vision large des événements qui nous entourent. Donc forcément, un adulte, ça devient de plus en plus morose, de plus en plus... voilà. Et ça en fait, ça tue l'espoir. Et si on était tous un petit peu des enfants, peut-être qu'on aurait plus de facilité à gérer les problèmes du monde, par exemple. Parce qu'on aurait moins de... Mais on est bien comme ça, et puis voilà, on verra fataliste, bien. En fait. Fataliste, c'est le mot. Et par exemple, pour l'écologie, pour le monde, comment fonctionne le monde, etc., on est face à ce genre de problème essentiel. C'est qu'on est face à une rationalisation des choses trop pragmatique, trop carrée, quoi. Et Le Petit Prince, en fait, j'avais pris ça comme une parabole, vraiment. Et en plus, il y a eu une histoire de numérologie avec un peu folle, où tout matchait, en fait, tout matchait à la page près, au numéro près, aux choses vraiment incroyablement calibrées, avec ce que j'étais en train de raconter, ce que je voulais transmettre comme message, en fait. Et le message était adressé aux Beaux-Arts, et aux élèves des Beaux-Arts, aux profs des Beaux-Arts. En fait, on avait fait une grève assez importante pendant que j'étais encore à l'école, avec des élèves et tout, et ça avait été une grève mémorable qu'on avait appelée Infijar, et qui a été en fait un apprentissage pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on a dû gérer comme une mini-communauté où on avait sorti tous les adultes, tous les gens qui n'étaient pas des élèves, et on voulait bâtir un truc solide. Pendant 2 mois, ça a été une expérience incroyable, bon, qui n'a pas forcément donné des résultats optimaux, mais l'expérience en elle-même était très enrichissante, parce qu'il fallait faire à manger pour tous, veiller à ce que les gens soient couverts pour dormir, qu'on fasse des rondes, qu'on s'organise pour des réunions. Et donc ça nous a donné une certaine responsabilité, et on avait un peu nos destins entre nos mains pendant 2 mois, quoi. Et bon, ça n'a pas marché et tout, et j'avais réfléchi pendant longtemps à qu'est-ce qu'on pouvait en tirer et comment on pouvait régler ou solutionner ça à long terme. Et je me disais que je devais absolument utiliser mon mémoire de fin d'études pour raconter ça. Et effectivement, donc, j'ai commencé à écrire à propos de l'artiste, de l'œuvre et de l'art, en étant quelque chose de central pour la société, et que ce n'était pas un luxe ou un truc de privilégié comme un petit peu de nos jours c'est d'abord nécessaire pour le peuple et pour tout à chacun. Et donc, en allant dans cette logique, en essayant de construire quelque part un raisonnement, je rencontre Le Petit Prince et je vois que toutes mes réponses sont énoncées sous parabole dans le bouquin, et je commence à m'organiser voilà, sur ça. Et puis après, j'ai rêvé grand et je suis allée loin parce que je voulais faire les choses bien. Par exemple, on est obligé aux Beaux-Arts d'Alger d'avoir un mémoire carré scientifique, donc couverture blanche, reliure comme ci, taille de la police, etc. Et je leur disais, mais c'est pas possible, on est aux Beaux-Arts, on est censé faire des objets particuliers, créatifs. Regardez les Beaux-Arts de Marseille, regardez les Beaux-Arts de Paris, on peut présenter notre mémoire sous forme de poème, de prose, tu fais ce que tu veux en fait. Et moi, j'avais envie de casser ça. Donc, j'ai mis une illustration en couverture. On m'a dit non, j'ai dit si. J'ai voulu faire un des chapitres était sous forme de BD. Je leur justifiais en disant moi, je fais de la bonne bande dessinée, mais j'écris mal. Vous m'avez jamais appris à écrire. Méthodologie, ça va pas. Donc, laissez-moi faire ce que je sais faire. Et donc, j'ai été dans cette logique-là de vouloir bien faire les choses et tout. Vu que tout matchait, j'avais une énergie incroyable. Je me disais, c'est écrit, c'est le destin. Il faut que j'y aille, il faut que je fasse le truc bien, quoi. Et voilà, j'ai été guidée par Le Petit Prince qui était là, quoi, quelque part. J'ai eu d'ailleurs une extraordinaire rencontre avec une fille qui s'appelle Khadija Markemel, qui est ingénieure son et qui est aussi photographe, qui est un vrai bout de femme. Et c'était mon petit prince. Elle m'a accompagnée tout au long. Au final, elle a fait le projet avec moi, quoi. Et donc, tout était là pour que... Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, au début. Je te disais que je me sens un peu comme un outil de quelque chose qui doit passer et que j'ai la chance de pouvoir recevoir et que j'ai la mission de transmettre. Exactement. Et donc, ça s'est passé comme ça. Le Petit Prince, c'était de A à Z. Je peux te raconter l'histoire
tellement j'ai surfé dedans. Et de A à Z, il y a tellement de messages, tellement de choses qui, au final, vont t'apprendre à vraiment connaître ce qu'est être un artiste. Donc, garder cette naïveté, cette histoire de baobab qu'il faut arracher. Et puis, le voyage dans les planètes des adultes qui te décrivent tous les stéréotypes que tu peux vivre et à cause desquels tu vas perdre ton enfant intérieur. Donc, le stéréotype de Yang de l'enfant intérieur. Tu risques de le froisser, de l'abîmer et au final, ne plus être inspiré, ne plus avoir cet élan dont on parlait. Et voilà, donc tout au long de l'histoire, on apprend ça. Et tu as dit un jour que, je paraphrase, si nous les adultes, on est un peu pourris maintenant, les enfants, ils ont encore cette pureté et que c'est important du coup de planter les bonnes graines maintenant. Ouais. Si je te donnais 3 graines imaginaires et que je te demandais de planter ça dans un enfant pour qu'il ne devienne pas un adulte morose et qu'il perde toute sa folie, qu'est-ce que tu planterais comme graine? C'est pas simple comme question, mais... La première qui m'est venue, elle est un peu religieuse, mais moi j'ai une vision très, très 360 degrés de la religion. Hein. C'est Dieu, Allah, Bouddha, t'appelles ça comme tu veux. Hein. C'est une force, qui nous unit. Donc, exactement, qu'on est dans un champ d'énergie qui est un. Donc c'est l'amour au final. C'est le fait d'être unis. Il y a une histoire avec les chakras aussi. Le truc très drôle avec les chakras, c'est que ceux d'en haut sont dans les bleus dans le ciel, ceux d'en bas sont dans la terre. Donc il y en a 7, hein. Donc 3 en bas, 3 en haut. Et celui du centre, c'est celui du cœur. Il est vert comme la nature, comme la vie. Et donc on a ce cœur qui va lier les cieux et la terre en nous, en l'espèce humaine, etc. Donc, tu sais, la première graine, ce serait que l'enfant se sente aimé de la vie et qu'il aime la vie. Ça, déjà, c'est la base. Après, les 2 autres graines, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner ses rêves. Vraiment, toujours, toujours poursuivre, quoi qu'il puisse arriver, parce que si t'arrive un truc mal, c'est forcément pour un truc bon. C'est toujours comme ça. Et la 3e graine, ce serait la générosité, l'empathie. Parce qu'on vit dans un monde très difficile et il est facile de devenir sauvage et antisocial. Ne plus vouloir avoir affaire au monde parce qu'il y a des cas vraiment difficiles. Il y a des gens qui sont violents. Quand on est dans la street, on peut rencontrer tout, quoi. Et il faut avoir cette forme d'empathie envers les autres, de comprendre que des fois les gens, ils vont pas bien. Et c'est comme ça. Il faut au contraire être... quelque chose qui peut les aider, qui peut les apaiser, même si ça fait partie, c'est d'une violence extrême et que lui n'a pas envie de ton aide au final, tu vois. Ça peut aider, ça. Ne pas se laisser assombrir par la vie, par le poids de la vie et par le... Et c'est facile, c'est très facile. Et ben voilà, on a les 3 graines. Je pense qu'avec ces 3 graines, il y a de quoi refaire l'humanité même. Repartir, éviter les guerres, on arrête les guerres, tout ça, on serait de meilleurs humains. Ouais, clairement. Next one. Ok. Alors, freelance des aides. Comme tu disais depuis tout à l'heure, tout ce qui est artistique en général, ici en Algérie, c'est très niche. Les métiers artistiques sont pas très valorisés, sont pas très, voilà, c'est un peu compliqué. Comment tu trouves ta place déjà en tant que femme artiste indépendante dans cette industrie? Comment tu as tes clients? Comment tu te fais un nom? Comment tu vis de ça aujourd'hui justement? Comment tu t'as fait ton petit chemin? Déjà pour évincer ce côté femme-là, parce que pour moi, en fait, je me suis jamais vue comme une femme qui fait de l'art, je me suis toujours vue comme un humain qui dessine. Et j'ai eu cette chance de bien dessiner comme n'importe qui, quoi. Et du coup, j'ai jamais eu cette vision-là je le dis clairement, de poser devant mes toiles, par exemple. Parce que ça rapporte beaucoup de se montrer en tant que femme, donc on va dire le mot sexy, quoi. Là, je suis bien, je suis stylée et tout, je me pose devant mon tableau. J'ai toujours détesté ce rapprochement, si on m'aime, on m'aime pour mon intellectualité, ma capacité à faire la chose. Et on m'a souvent sorti cette phrase qui est un petit peu macho, mais qui me fait un peu plaisir. Me dire, Myriam, nous, on te considère comme un homme. C'est ça, c'est eux qui font la différence. Toi, tu te vois pas comme... Oui, c'est ça. Pour moi, le fait que tu évinces que je sois une femme ou un homme, déjà, je suis très bien avec ça. Voilà. Après, c'est clair que dans certaines situations, comme on est en Algérie, hein, donc il y a un peu de machisme, il y a le rapport à la femme, il est compliqué. Donc, forcément, quand on ne te connaît pas et qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on va se comporter avec toi, voilà. Mais très vite, quand on voit que
toi-même, tu joues pas de cette féminité, que tu es quelqu'un qui travaille, qui est là pour bosser, etc. La plupart des gens dans le domaine, franchement, ils calculent pas que sur une femme ou un homme. Hein, c'est vraiment ça. Donc, j'ai eu cette chance-là de toujours être carrée sur ça. Je suis là pour bosser. Et après, le freelance, c'est très difficile, effectivement, en Algérie. J'ai beaucoup varié mes activités pour pouvoir, au final, que ce soit lucratif. Et donc, j'ai fait autant des toiles, des pièces d'art et tout pour des clients particuliers, pour des restos, donc dans le monde de la commande, que sur beaucoup de storyboard aussi au digital. Je fais beaucoup de digital painting aussi. Donc, le produit phare que j'ai, c'est le storyboard. Ça fonctionne super bien. On a besoin dans la com et tout pour présenter aux clients en général et tout des projets. C'est un peu une projection rapide à faire, etc. Donc ça fonctionne bien. Ça, c'est des commandes qui te font via quoi, Facebook ou tu as un compte Alors en fait, je suis connue dans le truc depuis des années, donc ça se passe mon mail et puis mon numéro de téléphone et c'est comme ça, c'est parti. C'est du bouche à oreille et maintenant c'est du bouche à oreille. Puis le domaine est tellement petit en Algérie. En fait, tout le monde connaît tout le monde. Donc forcément, tu as besoin d'un storyboarder. Il y a flan. On n'est pas 100 quoi. Et ça aussi, c'est une différence avec par exemple en France ou dans d'autres pays où il y a beaucoup de matière culturelle et donc beaucoup d'acteurs culturels. Il y a du monde. Mais là, il n'y a pas beaucoup de monde. D'ailleurs, les gens ont tendance à pas rester en fait en Algérie. Donc on est vraiment très rare quoi. Et de fil en aiguille, vu que j'ai travaillé avec tout le monde, ça a fait un effet de cascade. Du coup, beaucoup de gens me font appel à moi pour ça. Et je suis connue aussi pour la rapidité, donc t'es speed, c'est bien. Le storyboard, ça doit être speed. Et voilà, storyboard et illustration, et puis récemment aussi animation. Et l'animation aussi, ça m'a fait kiffer parce que ça me sort un peu... c'est un peu de renouveau, quoi. Et voilà. Et pourquoi, justement, il y a cette volonté de rester et de ne pas partir? Parce que tu viens de dire que la plupart veulent partir. Moi, je me sens bien en Algérie. Et puis, je me sens bien, en fait. T'as envie de développer ça ici, justement, et de pas... Ouais. Et puis, j'aime pas forcément le mouton. Je suis un peu le mouton noir du troupeau. Quand je vois que tout le monde se précipite, j'ai les cheveux qui se hérissent et je me dis non, moi je vais pas avec la foule, c'est terrible. Genre, même pour donner un exemple, dans les arrêts de bus, quand il y a trop de monde et qu'il y a un bus et que tout le monde se met à se précipiter pour le truc, je rage, je veux plus monter dans le bus. C'est bon, moi je vais y aller à pied. Et parce que c'est rageant de voir qu'il y a cet effet de masse là qui... c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour eux. Et en plus, il faut voir les résultats qu'on a. C'est la montée du racisme, etc. Alors qu'en arabe, on azrohek et azouk nas. C'est vrai. Donc, malheureusement, c'est terrible parce que c'est un effet de mode. Les gens, souvent, c'est un effet de mode pour moi. C'est un effet de mode et un peu un truc de survie, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui sont justement pas combatifs ou même qui voient pas le bout du tunnel, tu vois, donc ils se disent partir, ça va m'ouvrir des portes, ça va être plus facile, mais au final c'est vrai que quand tout le monde finit par partir, au final ça se condense là-bas. Et pourquoi au final? Voilà, c'est ça le truc. Du coup, regarde, les conséquences politiques sont terribles, du coup ça n'arrange personne, ni les nouveaux, ni les anciens, ni et il y a beaucoup de choses à faire ici. Ça fait partie de ne pas être pessimiste, en fait. Et d'essayer de voir le bon côté des choses. Parce qu'en allant en Europe 2-3 fois, c'est vrai, il y avait des très bons côtés. Il y a des très bons côtés, très clairement. Mais il y avait aussi des choses qui me manquaient. Il y a des choses qui me manquaient, comme par exemple cette facilité à parler aux gens. Oui, c'est vrai. Genre, de raconter n'importe quoi, n'importe qui. Il est là, de parler comme si c'était ton cousin. Puis, là-bas, il y a une méfiance. En fait, c'est plus... Quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu veux quoi? J'ai pas compris, t'as pas de vie? Tu vois, alors qu'ici c'est admis et les gens sont plus dans le dans le partage. Dans le partage. C'est vrai que c'est difficile socialement, etc. Mais il y a aussi des bons côtés auxquels je me suis habituée au final et que j'aime bien et je me sens bien dans ça en fait. Mais après, rien n'empêche de faire des allers-retours, de voir un peu le monde et tout, tu vois. De se nourrir un peu de tout et puis de revenir... Voilà, je me vois pas abandonner le bercail en fait. T'as raison, t'as bien raison. Magnifique. Next one. Est-ce qu'il en reste une? Il en reste une. C'est la dernière. La dernière question. Les futurs projets. Les futurs projets, on va finir ça bien sur une note positive, pleine de rêves. Qu'est-ce que tu parlais tout à l'heure d'un projet de BD? Yes, un projet de BD. De BD, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? En fait, là j'ai eu trop de freelance dans ma vie.
et j'ai envie de mettre de côté le freelance et de retourner vers un truc qui va me nourrir un peu, parce que ça commence à bien faire. Et donc là, il y avait un projet que je devais faire avec Studio XBM, à qui big up les amis, qui sont super. Et bon, on n'a pas eu l'opportunité, ça a été un peu un couac à cause d'un facteur extérieur. Et j'avais monté une idée qui s'appelait Diamant pas poli. Et Masrem en arabe, donc diamant brut. Diamant pas poli pour le double sens, pas poli, donc pas taillé, et pas poli. Et ce serait un personnage. Et ce personnage, c'est un gars de la Casbah. Et c'est un gars en or, gentil, doux, altruiste et tout, mais à l'extérieur, il est brut. Il parle mal, il est antisocial et tout, mais il a beaucoup de rêves et d'empathie. C'est la vie. C'est la société algérienne au final, la société avec laquelle il a vécu, qui l'a mal taillé, qui a donné des coups bruts. Et du coup, il est devenu... Mais au fond de lui, il est extrêmement doux, altruiste, gentil et plein de bien, quoi. Et c'est un vrai diamant. Et en fait, j'ai monté toute une histoire autour où il va vivre une intrigue. Et on va découvrir le personnage qui bégaye, en fait. Et vraiment, il est brut à l'extérieur. Il bégaye, il n'aime pas parler parce que les gens tout de suite se foutent de lui. Et il est tout le temps dans son petit atelier tout bas, comme ça, un atelier de chaussures. Qui appartient à un vieux radin de cordonnier qui prend les mérites de son excellent travail, mais lui, ça l'arrange parce qu'il ne veut pas avoir affaire à la société. Et donc, il lui est très reconnaissant de ça parce que grâce à lui, il se fait un peu de sous pour faire vivoter sa mère qui est malade. Et tous ses frères sont partis en Europe, sauf lui qui est resté là parce que il veut juste vivre dans sa petite passion, cirer ses chaussures, les coudre correctement et écrire des histoires parce qu'il écrit mieux qu'il ne parle. Et donc, c'est devenu son exutoire. Et il s'est fait un peu super-héros. Il s'appelle Masrem et il écrit des trucs pour dénoncer les méchants de la Casbah. Entre autres, un dealer grossiste de drogue de la Casbah qu'il déteste. C'est là que l'intrigue va commencer. Parce qu'il s'attaquait à la mauvaise personne. Ça va faire du mal à ses proches. Et on va là le suivre dans cette intrigue. On va découvrir en fait plein de choses qui concernent la société, comment est-ce qu'on vit, les bons et les mauvais côtés. Puis il y a aussi un petit côté un peu mystique, un peu, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est ça qui vient avec le mystique. Et j'ai envie d'écrire ça en bande dessinée pour sortir cette histoire de ma tête. Voilà, c'est terminé, c'est fait. Et je suis dessus, quoi. Je suis dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de toi dans pas poli? Peut-être. Tu sais, il y a toujours quelque chose qu'on ressent. Peut-être que j'ai exagéré les traits avec Masrem. J'ai beaucoup exagéré les traits. Je voulais vraiment que ce soit poussé à l'extrême. Caricature un petit peu de... Caricaturer la chose, mais c'est parce que ça doit être diamant pas poli. On doit sentir que vraiment il y a cette dualité en lui, que c'est une personne très bien, mais qu'en même temps, il est pour la société pas bien au final. Et pourquoi il est arrivé là, en fait. Il y a sûrement des raisons et tout. On va l'accompagner dans cette découverte. Ok, magnifique. Et peut-être potentiellement après que ça finisse en animation. Peut-être. Diamant pas poli. Ok. Magnifique. Et écoute, on te souhaite que du bon pour la suite. Merci. On a hâte de voir tout ça. Et merci encore de nous avoir accueillis. Merci. Tout plaisir pour moi. À bientôt. À bientôt. Et bye.